Arthur, comment tu vas? Bah bien et toi? Ça va, ça va. Ouais, Là, on est chez toi, dans ton dojo à Brest. c'est ça. Euh, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter de manière générale, sans rentrer trop dans les détails, parce que moi j'y viendrai. Ok, Mais voilà. bah sans rentrer trop dans les détails, en gros je suis combattant pro de MMA. Je me suis spécialisé dans le grappling dernièrement, donc j'ai pris pas mal de titres de champion de France notamment, je suis rentré dans l'équipe de France. Bien que j'ai fait mon retour en MMA il y a quelques temps, il y a 2 semaines Ouais. exactement, je suis plus spécialisé grappling actuellement et ça fait 4 ans que je suis rentré dans l'enseignement, c'est-à-dire que j'ai mis la carrière Hmm. MMA en pause pour justement monter ce dojo, monter cette salle et devenir coach. Ok, trop bien. Bah justement, du coup, on va pouvoir embrayer sur ça. C'est quoi ton parcours en tant que coach et de propriétaire d'un endroit comme celui-ci, tout simplement? Tu peux expliquer l'histoire un petit peu du dojo et Ouais. de pourquoi tu as voulu faire ce métier, tout Et ça? ben, moi, en fait, ça fait depuis que j'ai 15 ans que je suis dans les arts martiaux, donc ça va faire 16 ans là. Et donc j'ai fait une longue carrière amateur, une longue carrière pro. Et arrivé il y a 4 ans, je suis rentré d'Allemagne. J'ai fait mon dernier combat, enfin mon avant-dernier maintenant à l'ARES. Et je suis rentré en Bretagne, donc là d'où je viens, pour monter ma salle parce que ça a toujours été mon rêve. Et puis au bout d'un moment, après ça faisait déjà 12, 13 ans de carrière, bah, je me disais qu'il était temps d'avoir plus de stabilité et Ouais. de pouvoir enfin réaliser ce rêve-là, qui pourrait et qui me permet actuellement de continuer de rester actif en grappling et même de reprendre Oui. petit à petit le MMA. Donc c'est super. Ok. T'as toujours su que tu voulais faire une salle comme ça, genre depuis que t'as commencé les arts martiaux ou... Alors pas exactement parce qu'au début forcément on n'a pas, enfin on peut avoir des gros rêves, hein, je pense qu'il y a des Ouais. gens qui sont comme ça, mais moi j'avais des rêves bien différents. J'avais surtout des rêves de carrière. Hmm. Donc au début déjà je voulais juste faire un combat, voir ce que ça faisait, un combat amateur. Après j'ai voulu faire une carrière amateur. Ensuite j'ai voulu devenir pro. Je suis devenu pro, j'ai voulu faire une carrière pro, je l'ai faite. Et à partir du moment où je commençais à avoir pas mal de combats pro au compteur, là je me suis dit ah ce serait génial que je puisse monter mon école et transmettre tout ce que je sais, quoi. Ok. Et comment t'as trouvé, tu vois, un endroit comme celui-ci? Parce que je pense que c'est pas forcément commun, enfin t'en as pas partout des dojos comme ça. Ouais. Donc comment est-ce que tu trouves un endroit comme celui-ci? Ouais, tout Et ben simplement. la prospection, j'ai cherché une salle pendant un an, j'ai cherché partout. Coup de bol, j'ai fini par trouver exactement la salle que je voulais parce que au début il y avait un dilemme, c'était où je faisais un gym, vraiment une salle de Ouais. MMA que je prenais de zéro et que je retapais, ça aurait été un super kiff aussi. Hmm. Ou je prenais quelque chose de déjà fait. Et je suis tombé sur ce dojo et moi qui suis très martial, qui aime bien Oui. garder les valeurs des arts martiaux, bah j'ai trouvé que ça matchait nickel avec la philosophie de la team, quoi. Ok. Trop bien. Mm. Et du coup, le club en soi, c'est ça, hein, je peux dire ça. Ouais, Le club, du coup, il s'appelle Ronin Kaizen. c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ce nom? Ouais, bien sûr. Alors, Ronin, c'était les samouraïs 100 mètres à l'époque du Japon féodal. Donc, ils parcouraient le pays pour parfaire leur art, Ok. qui allaient dans les teams, dans les autres dojos, défier les meilleurs, comme Miyamoto Musashi. Et donc, c'est ce à quoi je m'identifie dans le MMA parce que j'ai fait énormément de teams, de pays Ouais. différents, d'organisations différentes. Donc, j'ai beaucoup voyagé pour m'améliorer. Et Kaizen, en fait, c'est le développement personnel par petites améliorations, en fait. Donc, moi, comme je dis toujours, l'important, c'est pas de progresser comme ça d'un coup et de plus Ouais. venir pendant une semaine, c'est vraiment la régularité. Et c'est là qu'on progresse le mieux, de Ok. cette façon-là. Ok. Tu dis que tu as beaucoup voyagé, du coup, est-ce que tu peux expliquer un petit peu enfin, où tu as voyagé, le parcours de ton voyage et ce que ça t'a apporté en soi, quoi. Ouais, alors dans l'ordre chronologique, déjà j'ai fait mon début de carrière amateur en Bretagne. Après, je suis parti à Marseille dans le sud parce que grâce à un championnat de France qui se passait là-bas, ça m'a permis de me rendre compte. À l'époque, c'était le Pancras encore. Ok. J'ai Ouais. fait un championnat de France de Pancras là-bas où je suis arrivé jusqu'en demi-finale. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de niveaux et que les salles n'étaient pas pareilles. Ici, il fallait vraiment être dans 2 ou 3 équipes différentes pour s'entraîner tous les jours. Là-bas, il y avait des équipes où il y avait entraînement tous les soirs déjà, donc Ok, c'était ouais. génial. Donc je suis parti dans le sud, j'ai terminé ma carrière amateur, je suis passé pro là-bas. Et T'avais ensuite, quel âge, du coup, à ce moment-là? j'avais 22 ans, Ok. 21, 22 ans. Et ouais, c'est ça, 21 ans. Et ensuite, je suis parti à l'étranger, donc j'ai commencé par la Suisse, ensuite j'ai fait l'Angleterre où je suis resté un peu plus longtemps, puis l'Allemagne, qui m'a permis d'aller aux États-Unis, au Japon. Ah oui, Ouais. ok. Et t'es resté combien de temps, du coup, dans ces
Si tu fais en chronologie à peu près. Alors, la Suisse, j'ai fait un camp d'entraînement qui a duré 3 semaines. Ok. Ensuite, l'Angleterre, je suis parti 3 mois. Et ensuite, l'Allemagne, je suis parti 3 ans. Ah oui. Ok. Et les États-Unis, c'était autant que coach. Donc, pour coacher au PFL, il y avait 2 combats à faire. Donc, on est resté 3 mois. Ok. Mhm. Et du coup, tu parles allemand, anglais un petit peu Alors grâce à anglais, ça ou oui, pas? totalement. Allemand, je comprends très bien. On peut dire que je peux parler couramment en cherchant un peu mes mots parce que ça fait Ok. un moment que j'ai pas pratiqué, mais je Ouais. m'en sors à peu près. Ouais. Ok. C'est une langue facile ou pas, À l'allemand? apprendre, pas tellement. Pas tellement. Ouais. J'ai pas de comparatif, mais une fois qu'on a appris l'anglais, c'est plus facile à apprendre parce que il y a quand même pas mal de mots Ok. transparents et c'est à peu près la même logique de construction des phrases. Ok, ouais, je vois. Ouais. Ouais. Et tous ces voyages, qu'est-ce que ça t'a apporté, genre en tant qu'humain? Est-ce que, genre, tu vois, la différence de si t'étais resté à Brest toute ta vie et si t'avais voyagé? Ouais, Enfin, je pense que c'est inconcevable, hein. ouais. Je pense que ça ouvre énormément l'esprit, les voyages. Ouais, j'ai pas d'autres mots. Ça ouvre l'esprit, ça fait voir d'autres choses. Bah, comme tu l'as vu, ça fait apprendre d'autres langues en Mm. plus, voir d'autres cultures. Donc, je pense que je serais clairement pas le même. Je serais beaucoup plus limité. Je serais beaucoup moins ouvert d'esprit. Ouais. Ok. Tu penses que pour les sports de combat en particulier, c'est un plus ou c'est en général que c'est un plus? Ouais, c'est un plus, c'est sûr et certain. Parce Ouais. que déjà, on remarque que de gym en gym, c'est pas les mêmes méthodes Ok, d'entraînement. ouais. Donc, quand tu changes carrément de pays, bah, c'est pas les mecs, c'est pas les mêmes origines aussi qui s'entraînent. Aussi, ouais. Par exemple, en Allemagne, dans l'est de l'Allemagne, à Berlin, tu vas avoir beaucoup de Tchétchènes Ok. et beaucoup de Turcs. Donc, forcément, ça va lutter fort. Mm. Et enfin, ces mecs-là, ils vont développer leur propre salle où ils vont avoir un style très lutteur, tout ça. Alors qu'en Angleterre, bah, c'est le pays de la boxe anglaise et les mecs, ils adorent striker. Ouais. Même s'ils sont sonnés, ils vont préférer tenter leur chance debout que d'essayer d'aller au sol. Donc, j'ai envie de dire, chaque pays a un peu plus son style, quoi. Ok. Même si au jour d'aujourd'hui, tous les pays sont très complets, Ouais. il y a quand même des spécialités. Ok. Et t'as un pays en particulier qui t'a marqué parmi ceux-là ou pas forcément? Bon, les États-Unis, j'ai trouvé ça Ouais. ouf parce que c'est le berceau, hein, mais en vrai, au niveau que j'avais quand je suis arrivé en Allemagne et en Angleterre, j'avais tellement à apprendre. J'ai trouvé tous les pays géniaux, j'ai pas perdu mon temps, hein. Il y a Ok. du bon à apprendre partout. Ouais. Après, forcément, je suis resté plus longtemps dans les pays où je m'adaptais le mieux, on va Oui. dire. Ok. Trop bien. Et c'est quoi du coup, on parlait de ton dojo juste avant, c'est quoi la philosophie un peu que tu veux faire passer à travers ton dojo? Tu vois, Et il y a une. ben, les valeurs des arts martiaux qui se perdent justement Ouais. à cause du MMA, entre guillemets, du MMA show business, Hmm. c'est de justement garder ces valeurs martiales. Par exemple, tu vois, nous on fait toujours un salut au début d'entraînement. Ouais. Il n'y a pas la moitié des salles qui font ça. Hmm. Et j'essaie vraiment de transmettre les valeurs, le respect, l'humilité, le courage, l'honneur, tout ça. Ça, c'est des choses qui se perdent. Donc vraiment, moi dans ma salle, je pense que c'est ce qui se ressent. Bon, déjà, le fait que ce soit un dojo, ça met plutôt dans Ouais. cette C'est clair. ambiance-là. Et puis l'encadrement qui va avec, tu vois, le fait qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas à la salle pour prouver qui est le champion de Hmm. quoi que ce soit, tout ça. Quand on se déplace en compétition à l'extérieur également, on sent qu'on est vraiment une équipe, tu vois. Ouais. Mm. Ok. Et les sports de combat, si je dis pas de bêtises, du coup, tu les avais commencé pas loin d'ici. Ouais, c'est ça. Bah, Ouais. j'ai commencé ici même, hein, à Brest. J'ai fait tous les alentours, tous Ouais. les clubs du Finistère. À l'époque, comme je te dis, c'était pas possible dans un club de s'entraîner tous les jours. Hmm. Donc il Oui, fallait ouais. un club pour faire de la boxe, un club pour faire du sol, un club si tu avais de la chance qui faisait du pancrace où tu pouvais combiner les deux. Et avec ces 3 clubs, tu pouvais t'entraîner tous Ok, les jours. ouais. Et niveau financier, c'était comment? Parce que du coup, forcément, si tu dois t'entraîner dans 3 clubs, tu dois payer 3 clubs, non? C'est ça, alors c'était plus compliqué. Alors heureusement, les clubs, ils faisaient un geste, vu qu'ils étaient dans l'associatif, tout ça, ils faisaient un geste parce qu'ils savaient que tu venais de la part d'un tel, que tu t'entraînais déjà. Donc ils faisaient un geste, mais c'est vrai que c'était pas facile. Ouais. Puis il fallait aussi acheter le matériel qui convenait à Aussi, chaque ouais. sport. Si par exemple tu faisais du jiu-jitsu brésilien, tu achetais un kimono, tu allais faire de la boxe thaï, il fallait acheter coudière, protège Ouais. tibia, gants d'anglaise, etc. Donc ouais, Ok. c'était coûteux. Et le sport de combat par lequel tu as commencé, du coup, en particulier, c'était? Le sambo, qui était déjà Ok. complet, du coup, bon, j'ai fait du judo comme tous les gamins, mais on va dire ma première expérience de compétition, tout ça, c'était dans le sambo. Et donc, en gros, c'est, pour résumer, ça ressemble au MMA. C'est même l'ancêtre du MMA parce que ça existait Ok. avant, sauf version russe, donc avec une veste de kimono, des coups de tête autorisés. Ok. Ça se passait pas dans une cage, ça se passait sur un tatami de lutte, donc en cercle. Bon, avec des règles un peu différentes, mais qui privilégiaient les enchaînements, les transitions, striking lutte, tout ça. Enfin, c'était génial pour commencer en tout cas. Ok.
Et ton premier baptême du feu, du coup, tu l'as fait en sambo? C'est ça. Et tu l'as fait où? Je l'ai fait à l'Open de Caen, je devais avoir 17 ans, Ok, avec une de mes premières teams, le Tao du Dragon Celtique à Morlaix, chez Benoît Poulch. ok, Et ça s'est bien passé dans l'ensemble. J'ai pas fait premier parce que je suis tombé contre que des adultes et des bien expérimentés. ok, Mais j'ai réussi à faire un podium de troisième. J'ai dû gagner 2 combats sur 3, ou 3 sur 4, 3 sur 4 pour faire troisième. ok. Mais ça a été une bonne expérience, ouais. Et est-ce que ça t'a déclenché justement l'envie de continuer dans la compétition? Ah, totalement, Ouais, totalement. Euh, D'ailleurs, ma toute première, ça c'était ma première, on va dire, avec les seniors. Mais je me rappelle avoir fait du sambo quand j'avais 9 10 ans. ok. Et j'avais également fait de la compétition. Pour le coup, ça s'était très mal passé Ah, parce que j'avais pas assez d'expérience, on m'avait envoyé trop tôt. Mais déjà, ça m'avait plu. ok, Donc le fait après de laisser décanter, de se réentraîner et de reprendre, même si c'était chez les adultes et que j'étais encore jeune, j'avais eu le temps de patienter, de harceler mon coach pour qu'il me renvoie au combat et qu'il me dise t'es pas prêt, t'es pas prêt, t'es pas prêt. ouais, Et 3 ans plus tard, j'y ai été, ça a porté ses fruits. ok. Là, du coup, tu disais que tu t'entraînais, tu vois, dans plusieurs clubs. Mhm. À l'époque, tu étais à combien d'entraînements semaine? Et bah, actuellement, à combien t'es et le volume d'heures que ça représente, tu vois? Et ben à l'époque, du coup, vu que j'étais au lycée, j'étais encore limité, mais ça me Mm. permettait déjà de faire 6 entraînements semaine, en gros du lundi au samedi, un Ok, par jour. Donc 6 par semaine, on va dire, quand on est amateur, c'est plutôt pas mal pour commencer. ouais, Après, j'ai commencé à passer à 2 entraînements par jour en fait quand j'ai lâché le travail vers 23 ans. ok, Là, j'ai pu me concentrer sur vraiment faire que m'entraîner. Donc c'était 2 par jour. Donc on arrivait rapidement à 10 par semaine. On va dire le mercredi, j'en faisais qu'un pour couper la semaine en deux et le samedi également. ok, Donc ouais, on arrivait vite à 10. ok. Et est-ce que tu sens que des fois, ça te répercute sur la vie de tous les jours ou du coup, bah, forcément, tu as un petit peu de fatigue accumulée? Ouais. Et au niveau de la récupération aussi, comment ça se passe? Parce que tu as des aléas, je pense, qui sont en sport de combat que tu peux pas prévoir forcément, hein. Bah là, au jour d'aujourd'hui, je m'entraîne principalement avec mes élèves, sauf quand j'ai des camps d'entraînement pour des échéances particulières. Donc Oui, niveau fatigue, je le vis plutôt bien. Mais à l'époque, c'était dur. À l'époque, 10 entraînements par semaine, ça faisait beaucoup, ouais, niveau récup. Et vu que d'un côté, bah, j'étais pas là pour jouer, en gros, par exemple, en Allemagne, je vivais en fourgon aménagé. ok, Plaqué le boulot, j'ai acheté un fourgon, je l'ai aménagé, je suis parti là-bas. Et pendant 3 ans, j'ai fait que m'entraîner. ok, Donc, j'avais pas autre chose à faire en fait. Même quand j'étais blessé, il y avait rien à faire. ouais, Donc, fallait aller à la salle. Donc, fallait bien gérer sa récup. Heureusement, il y avait plein de disciplines différentes à travailler. Donc, des fois, par exemple, tu te blessais, je sais pas, en boxe parce que t'avais pris un impact, bah, tu compensais sur la lutte et le ok, grappling qui te permettait de continuer de tourner sans aggraver ta blessure, quoi. ouais, Mais ouais, c'était physique, hein. ouais, tu m'étonnes. Beaucoup de surentraînement. Ouais, ok. Et c'est quoi justement du coup les plus grosses blessures que tu as eues au cours de ta carrière? Eh ben, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu des grosses, effectivement. J'ai pris un KO, une commotion à l'entraînement. Ok, J'ai pris un KO en combat également. Euh, les plus gros, je pense, c'est les KO que j'ai pris. ouais, Après, en blessure articulaire, tout ça, je me suis déjà abîmé les ligaments. J'ai eu une hernie discale aussi, ok, avec le combo sciatique, donc qui me permettait vraiment de. Je pouvais même pas marcher ouais, normalement. Donc ça, c'était les plus grosses, ouais. ok. Et c'est quoi le. Enfin, je sais pas si on peut l'expliquer réellement, hein, mais la sensation, tu vois, de se prendre un KO, c'est quoi que tu ressens? Et est-ce que tu ressens quelque chose même au final? Bon, j'ai envie de dire, ça dépend du contexte. Ouais, Par exemple, tu vois, le KO que j'ai pris en combat, il m'a pas impacté du tout parce que bah, j'étais dans le feu de l'action et je me suis relevé aussitôt et j'en voulais encore. J'avais pas compris en fait que j'avais pris un KO et je voulais faire le combat en fait ouais, parce que le KO est arrivé vite et donc je voulais pas accepter. Par contre, le KO que j'ai pris à l'entraînement, celui-là, il m'a fait plus de dégâts parce que j'ai réalisé en fait, ça fait une prise de conscience. Je dis waouh, c'est ça que je risque tous les jours en fait. ouais, Tous les jours, je vais à l'entraînement, je suis en surentraînement complet, je suis à l'ouest, je me dis que je suis en pilote auto, mais en fait, je risque potentiellement un KO, je peux me casser le nez, etc. mm, Donc celui-là, il a fait plus mal, on va dire, psychologiquement. Après, physiquement, tu as mal à la tête, tu vas à l'hôpital dans le pire des cas et ouais, tu as la tête lourde et ça passe, hein. ok. Et comment ça arrivé justement un KO à l'entraînement?
parce que le sparring était mal encadré, on va dire. Et puis c'est moi aussi, c'est un jour où j'aurais mieux fait de rester à la maison, me reposer. J'ai choisi d'y aller quand même. Hmm. Il y a des gens aussi en sparring qui sont là, comme je te le disais, pour faire les champions de la salle. Oui. Donc qui sont là juste pour gagner le sparring, peu importe comment. Tu vois, Mm. toi tu peux te mettre des thèmes autant que pro, tu peux dire bon lui je sais que je le bats, je vais me mettre en difficulté sur ça, il faut que je travaille ça pour mon combat. Il y en a ils sont juste là pour gagner le sparring malheureusement. Donc il a gagné le sparring ce jour-là, Ok. et moi ça m'a valu un KO et de rater également un combat que j'avais 2 semaines après, donc Ah c'est ouais. dommage. Donc au passage, choisissez bien vos adversaires quand vous sparrez parce que Oui. ça peut vous faire rater des échéances bêtement quoi. Oui, ça arrive souvent des pratiquants qui vont à l'entraînement pour au final taper un petit peu trop fort, quoi. Exactement, ils sont là pour faire des dégâts, tout ça. Toi, tu es là pour préparer une échéance. Mm. Donc ouais, mais après, moi je dis la faute elle est toujours partagée parce qu'on est censé le voir venir et il Ouais. faut mettre l'ego de côté justement, savoir dire non, non, je fais pas avec toi, ou alors tranquille, dès que ça commence à appuyer, savoir faire redescendre le truc. Ouais. Et pour des non-pratiquants justement qui n'ont jamais vraiment fait de sport de combat et qui connaissent même pas le mot sparring, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est en soi en Ouais, bien général? sûr. Le sparring, en gros, c'est comme un combat, mais justement, il y a des grosses nuances parce qu'en fait, c'est justement ce que j'étais en train de dire, c'est pas un combat. En fait, on se met en situation de combat, on met les gants, on boxe ensemble, on va aller chercher le sol, on va chercher la soumission au sol. Le sol, il est souvent pleine intensité, mais par contre, la boxe, c'est pas le cas parce qu'on cherche pas le KO. On cherche pas à le mettre KO le partenaire, on va se rentraîner avec lui demain, après-demain, toute la semaine. On veut pas qu'il ait peur de nous, on veut pas qu'il soit blessé, on veut qu'il soit opérationnel, en forme et qui nous mette un maximum d'opposition. Donc pour ça, il ne faut pas lui casser la confiance ni le physique. Oui. Donc c'est ça la nuance, c'est que le sol, on peut le faire à fond. Les frappes au sol, on modère. Mais par contre, la boxe, il faut la faire intelligemment. Ouais. Et en plus, on progresse beaucoup plus en boxant léger qu'en cherchant les dégâts. Oui. Donc le sparring, c'est de la mise en condition, on va dire. On essaye d'être dans les conditions les plus proches du combat. On a les mêmes chronos, les mêmes temps de pause, les mêmes protections, voire plus épaisses pour pas justement s'abîmer, pour pouvoir s'exprimer un peu plus. Mais la nuance est qu'il n'y a pas la mauvaise intention derrière. Ouais, c'est sûr. Ok. Du coup, toi, tu es coach depuis 4 ans, c'est C'est ça? ça. C'est quoi qui t'a, enfin, tu l'as déjà un peu expliqué, hein, mais qui t'a donné envie d'être coach et c'est quoi qui te plaît le plus justement en tant que coach? Et ben moi en fait j'ai toujours eu, je pense, un peu l'esprit coach depuis que je suis combattant. À l'époque déjà, dès que le prof il n'était pas là ou quoi, je lui demandais si je pouvais avoir les clés de la salle pour faire Ouais. des entraînements. Donc déjà dès 17 ans j'encadrais déjà quelques entraînements. J'expliquais aux débutants parce que je me rendais compte qu'en les faisant progresser, ils devenaient vite des partenaires intéressants pour moi, plutôt que rester entre guillemets le petit champion de la salle et qu'il n'y a personne Ok, oui. pour le faire travailler. Donc j'aimais bien déjà transmettre, je te dis, dès le plus jeune âge. J'ai toujours eu ça en moi et du coup là le fait de mettre ma carrière sur pause et de me concentrer là-dessus, forcément je ne pouvais pas faire un cours par semaine pour le plaisir, je me suis mis pleinement là-dedans. Ouais. Au lieu de faire des prépas et des combats, je me suis mis à préparer des gars pour faire des combats. Et cette nouvelle casquette, elle m'a bien plu aussi parce que c'est un autre plaisir, je ne sais pas comment décrire, mais déjà de réussir par soi-même, c'est un plaisir, mais si tu veux, je l'ai vécu tellement Ok, de fois, ouais. j'ai fait tellement de combats, que là, de voir que mon style, en le transmettant à d'autres élèves, que eux peuvent performer avec, ça fait encore plus plaisir, je trouve. Ouais, je Parce vois. que le résultat final, il ne dépend pas de toi directement, c'est eux qui sont dans la cage, toi, tu es juste derrière. Mm. Avec la manette, au mieux, s'ils t'écoutent, mais c'est eux Ouais. qui font, donc c'est un super plaisir. Ok. Juste une petite parenthèse avant de revenir Ouais. dessus, mais du coup, tu dis que tu as fait énormément de combats. Est-ce que tu sais chiffrer ça ou pas forcément? Ouais, bah en pancrace amateur, j'étais à 15-2, 15 victoires, 2 défaites. Là maintenant en pro, je suis à 9 victoires, 2 défaites. Après en grappling, j'ai plus d'une centaine de victoires. Ok. Ah oui, c'est énorme. Ouais, je pense que j'ai fait pas loin de 200 combats en grappling. Ok. En boxe taille, j'en ai fait une dizaine. Je devais être à 9-2 également. 9-2. Et en kickboxing, peut-être 5-0, quelque chose comme ça. Ok. Ouais, donc c'est un très beau. Ouais, je prenais tous les arts martiaux, tous les sports Ouais. de combat, j'allais combattre à droite, à gauche, je faisais que Ok. ça. Ouais, ça se voit que c'est ce qui te fait vivre, quoi. Ouais, Ce qui te. Enfin, la flamme, quoi, en c'est gros. ça. Et ouais, du coup, sur vraiment le côté aspect coach, c'est quoi qui te plaît le plus? Genre, c'est voir ton élève gagner ou le voir progresser ou je sais pas, autre chose? Alors justement, au début, j'aimais les voir gagner, Ouais. mais en fait, après, on se rend compte que c'est pas ça le plus intéressant. Enfin, moi, personnellement, j'adore les voir gagner, Oui. mais surtout, j'adore les voir appliquer le plan. Même si des fois, ça fonctionne pas, des fois, l'adversaire est juste plus fort ou il a un plan mieux élaboré.
mais de voir qu'ils ont confiance en toi, tu vois. Voir, ils rentrent dans la cage avec un plan qu'on a bossé ensemble et que même si ça se passe mal à certains moments, ils continuent à se tenir au plan. Ça fait hyper plaisir. Parce que eux, ils ont leurs aptitudes, ils ont leurs points forts, tu vois. Et de voir souvent, ils préfèrent continuer d'écouter le coach et suivre le plan que d'aller dans leur zone de confort. Ouais. Bah, ça fait vachement plaisir parce que c'est un gros signe de confiance et je trouve ça cool. Donc, Ok. pour te répondre à ta question, pour moi, le truc ultime, c'est pas de les voir gagner, c'est de les voir gagner avec la manière, en fait. Tu vois ce Ok. que je veux dire? Ouais, je Même vois. des fois, de perdre avec résilience, ça fait aussi plaisir parce que tu vois, il y en a, ils sont dans des mauvaises passes et tout, et ils savent que le round, il est foutu, ils savent que le combat, peut-être, il est perdu. Mais rien que pour l'honneur de la team, pour les partenaires qui t'ont aidé à faire la prépa et tout, tu sais que tu vas pas taper, tu vas pas dire stop à l'arbitre, tu vas continuer de te battre jusqu'au bout. Ouais. Et ça aussi, c'est des trucs qui font plaisir à voir. Ok. Ouais. De voir la mentalité que toi tu veux véhiculer à ton athlète, que lui véhicule à son tour, quoi, un petit peu. Exactement, parce qu'en plus, tu es passé par là avant, donc tu sais ce qu'il ressent, tu sais que c'est Ouais. dur, mais tu sais qu'il lâchera pas, tu vois, et ça fait plaisir de voir qu'il passe par les mêmes émotions que toi, quoi. Et ouais, comme je te dis, qu'il abandonne pas et qu'il Oui. va tout faire pour représenter l'équipe, quoi. Ok. Trop bien. Et est-ce que toi, c'est dur des fois de passer de la casquette de coach à la casquette de combattant, à faire la Alors, transition entre les deux? bah, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Après, j'avoue, moi, c'est plus pour les préparations. Quand je suis sur le tatami ou dans la cage, bah, encore l'autre jour à l'aréna, j'ai coaché un de mes élèves, Oui. Malo. Et après, j'ai enchaîné. Je suis parti au vestiaire tout de suite. J'ai mis les gants, j'ai commencé à m'échauffer. Ça s'est bien passé. Pour le grappling, ça arrive souvent aussi que je sois sur un tatami en train de coacher un de mes élèves. À peine il finit son combat, je fonce à l'autre tatami, je mets le kimono ou Ouais. j'enlève le kimono, je mets le rash guard et j'enchaîne, tu vois. Ça, pour moi, ça va. Par contre, dans les préparations, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir ses élèves à préparer et toi aussi à te préparer Oui. personnellement. Donc ça, j'essaye de faire au mieux. Heureusement, bah, moi, je dédie ma vie à ça. Donc, Mm. je peux très bien, je m'adapte. Par exemple, je m'entraîne l'après-midi, là où le soir, je vais me concentrer plus sur ce que font mes élèves, tu vois. On peut toujours s'adapter. Mais Ok. là où c'est le moins facile, pour moi, c'est dans la préparation quand même. Ouais, je vois. Ok. Et toi, c'est quoi les conseils justement que tu aurais aimé avoir en débutant les sports de combat? Oh, il y a tellement de Ouais. conseils qui m'auraient fait progresser plus vite. Si je pouvais remonter le temps et me donner des conseils, déjà arrête d'essayer d'être meilleur que les autres. Enfin, de toute façon, si tu travailles bien, tu le deviendras Ok. forcément. Donc, te compare pas aux autres. Chacun a sa route, chacun a ses points forts, ses points faibles. Et c'est tellement un milieu vaste. Juste fais tes combats, regarde pas ni à côté ni derrière, regarde juste devant. Ouais. Fais gaffe au surentraînement parce que ça fait perdre énormément de temps. Pense à te reposer. Et aussi un troisième conseil serait arrête les sparring d'ego parce que Ouais. bah, c'est ça qui va te blesser. Ça va également te ralentir. Par exemple, là où tu tournes avec des gradés, tu vas juste essayer de ne pas taper alors que justement, euh, fais de ton mieux même s'il doit te taper 20 Oui. fois. Au moins, s'il tape sur la même chose, bah, il va te donner un conseil à la fin. Il va te dire ah, je t'ai tapé sur clé de bras, tes bras ils traînent trop, par Mm. exemple, tu vois. Donc, ouais, pas faire de sparring d'ego. J'ai gâché beaucoup de rounds à vouloir être le meilleur ou à vouloir pas taper, comme beaucoup le font. Oui. Et en fait, non, si le mec est plus fort que toi, bah, fais juste de ton mieux et justement, ça révélera tes erreurs. Et si le mec est moins fort que toi, bah, au lieu de le taper 20 fois, essaye de le faire taper avec des trucs plus compliqués Ok. ou essaye même de te mettre en difficulté dans des positions de faiblesse pour travailler ta défense, travailler tes sorties. Et par réflexion, ça le rendra lui aussi plus fort parce qu'il sera plus confiant dans son jeu et il te donnera Ouais. plus de fil à retordre la prochaine fois. Et c'est ce qu'on cherche à l'entraînement. Oui, c'est vrai que bah, moi j'en fais depuis pas longtemps. Du coup, j'ai rejoint ton club il y a pas longtemps là. Mais tous les types de choses que tu dis là, c'est vrai qu'on voit différents profils à la salle qui correspondent à ce profil, quoi, entre guillemets. Ah ouais, ouais, il y Et, en a beaucoup. ouais. Et c'est ce que j'essaye de. Et c'est là que tu vois, l'éducation, l'éducation martiale, elle est importante parce Oui. que tu vois, dans les salles, on va dire commerciales, où ça fait des cours d'une heure, ça enchaîne, il y a un autre cours qui n'a rien à voir, puis un autre cours qui n'a rien à voir, ou Mm. juste on arrive sur le tatami, on s'entraîne, on se tape et on va à la douche. Bah là, moi, je fais vraiment des morales aussi entre les Oui. rounds, au début des cours, à la fin des cours, je parle des thèmes qu'on va faire, je parle de la mentalité qu'il faut avoir quand on tourne, quoi. Si Mm. je vois que, je sais pas, t'as quatre compétiteurs des tueurs, tu vois, qui sont là et que le reste du groupe, c'est principalement des débutants. Ouais. Bah là, je vois tout de suite le tableau. Je dis, hey, les gars, on n'est pas là pour faire taper le plus de fois possible.
Pareil, si vous avez un mec plus fort que vous en face, faites juste de votre mieux. Ne limitez pas votre jeu parce que ce sera encore plus facile pour vous, pour les autres si vous ne tentez pas. Ouais. Donc tentez, même s'ils vous font taper, ça vous apprendra des choses. Et ceux qui sont plus gradés, bah, essayez de vous mettre un peu plus en difficulté, essayez de les laisser bosser justement. Ça fera évoluer le jeu, quoi. Ok. Et est-ce que tu penses déjà d'une part que c'est possible et d'autre part, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un profil, tu vois, d'athlète qui vient du coup à ton dojo, qui vient s'entraîner, tout ça, et qui justement a ce profil-là où, ok, je veux juste venir pour déglinguer des gens en sparring, tu vois. Et est-ce Alors, que tu as déjà réussi avec, du coup, tout le respect que tu essayes d'inculquer, à les changer? Et est-ce que des fois ça vient par eux-mêmes ou je sais pas? alors c'est arrivé peu de fois, mais c'est déjà arrivé. Euh, Généralement, quand il y a quelqu'un qui commence à appuyer avec mes élèves comme ça, déjà, je vais le placer avec le meilleur compétiteur Ok. de la salle. Donc généralement, ça va lui servir de leçon. Mm. Et c'est déjà arrivé une fois que ça ne suffise pas. Et dans ce cas-là, là, c'est moi qui mets les gants. Et là, la leçon, elle rentre claire et nette. Ok. Après, il y a deux options. Ou le mec, il revient pas. Ouais. Ou le mec, il va mettre son ego de côté, il va s'excuser. Et Mm. ça va lui faire une prise de conscience. Il va se dire, waouh, c'est ça que je fais au nouveau, quoi. C'est ça qu'ils ressentent, les mecs. Parce que le problème, c'est que ces gens-là, souvent, c'est un peu des têtes cramées. Genre, ils ressentent pas la peur, ils ressentent pas la douleur. Ou, vu Ouais. qu'ils dominent tout le temps, ils tabassent des débutants. Pour eux, c'est facile. Et de se Mm. retrouver avec un pro qui te tape dessus et même qui se retient pour pas te blesser, là, tu te rends compte ce que c'est de passer de prédateur à proie. Et il y en a à qui ça fait une prise de conscience, ils redescendent après, ils se calment et ils font hyper attention. Il y en a d'autres, bah, ils ont juste leur ego blessé et peut-être même leur corps et ils reviennent pas, tu vois, parce qu'ils veulent plus se confronter à ça. Ils préfèrent rester des champions dans leur tête que le devenir Ouais. en réalité. Mais généralement, ça fait bien le tri et en tout cas, oui, j'ai déjà réussi à en changer dans ce sens-là. Et ouais, c'était plutôt positif. Après, ça devient des bons éléments parce que Mm. ils ont déjà la mentale d'aller à la guerre et tout. C'est juste qu'il faut leur faire comprendre que c'est pas avec les débutants qu'on va à la Ouais. guerre. C'est avec les partenaires qui ont le niveau pour et qui ont signé pour ça, tu vois. Ouais. Et justement, tu vois, tu parles beaucoup d'ego, et moi, c'est pour ça justement que j'ai cet aspect envers les sports de combat. Forcément, tu vois, j'en fais pas autant que toi, c'est clair, mais j'ai commencé assez tôt, tu vois, j'ai commencé à 13 ans aussi avec de la boxe thaï. Après, j'ai fait une pause, et après, là, tu vois, c'est le côté. Je pense que justement, ce qui m'a fait reprendre, c'est ce côté-là où, tu vois, moi, le sport que je fais, c'est un sport où tu es tout seul, tu es un individuel, tu es dans une salle, ça reste individuel en soi ce sport en quelque sorte, Ouais. mais pas totalement. Tu as forcément le côté justement qui revient sur l'ego, qui moi, et bah, tu vois, mon podcast avec l'ego, c'est pas pour rien, mais ce côté-là des sports de combat que en tout cas je retrouve pas dans beaucoup de sports. Je pense qu'il y en a où on retrouve ça, hein. Mhm. Mais tu vois, des sports que je connais, en tout cas, c'est vrai que le côté où tu vois, tu t'es obligé en soi, si tu veux progresser, de mettre ton ego à ta place. Ouais. Enfin, de côté, quoi. Ah ouais, clairement. Bah, parce que les gars, déjà, si t'as trop d'ego, il y aura pas grand monde qui voudra tourner avec toi. Mm. Que quand tu mets ton ego de côté, que tu laisses les moins forts travailler et que les plus gradés, bah, tu leur fais des bonnes guerres, on va dire, parce que c'est gratifiant quand tu es gradé, tu prends un mec moins fort que toi, tu vois que même s'il fait des erreurs et tout, il fait de son mieux, il Mm. écoute tes conseils, il te donne de la difficulté, il te donne du fil à retordre, tu as envie de le prendre sous ton aile, tu as envie Oui. de lui donner des conseils pour qu'il soit encore plus fort, pour qu'il te donne encore plus de fil à retordre et qu'il te rende plus fort en retour. Ouais. Tu vois. Et comme tu dis, ouais, c'est vrai qu'il y a. Je pense pas qu'il y ait ça dans beaucoup d'autres sports parce que, bah, en fait, on veut trop gagner dans les sports d'opposition et tout. Et là, comme tu l'as dit, même en boxe, tout ça, on croit que c'est un sport individuel, mais tu serais pas champion si tu n'avais Ah pas oui. ton sparring partner, ton coach qui est dans le coin du ring en train de te donner les conseils, d'avoir le coup d'œil et tout, Mm. ton gars qui te tient les pattes d'ours, qui te fait travailler les combos, même ton collègue qui sait pas se battre mais qui filme le round et qui te montre à la fin, ah ouais, t'as Ouais. vu, je trouve là, t'as les mains basses et tout. Et tu vois, c'est pour ça, c'est un résultat d'équipe au final, c'est un travail d'équipe. On est tout seul face à l'adversaire, mais en amont, il y a tout un travail d'équipe aussi. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est ce côté-là où je pense que les gens voient ça de l'extérieur, pour ceux qui n'en ont jamais pratiqué en soi, d'un sport très individuel, mais au final, non. Ça reste. Ah bah ouais, c'est du travail d'équipe, hein. Ouais. Parce que de toute façon, tu te bats pas contre toi-même, quoi. Tu te bats contre quelqu'un. Enfin, Mm. même si tu te bats contre toi-même à l'intérieur, mais. Ah, exactement, c'est pour ça que je mets un point d'honneur à ce qui est vraiment un esprit d'équipe ici. C'est pour ça que je dis souvent, nous on est une team, on est une famille. Mm. Que ce soit les débutants, les compétiteurs, les loisirs.
Ceux qui veulent aller loin, faut que tout le monde s'entraide, c'est là qu'on gagnera le plus en niveau. Ouais. Comme je te dis, on n'est pas là juste pour rentrer sur le tatami, faire notre sport, prendre la douche, on rentre à la maison. On est vraiment une équipe, on débriefe à la fin des entraînements, on discute, on parle de nos combats, on parle de nos victoires, on parle de nos défaites, on parle des échéances à venir Ouais. et on se prépare en fonction. Et moi, je trouve que c'est ça qui est le plus beau quand tu as le résultat. Si tu avais la médaille, juste tu t'es entraîné tout seul et tout, c'est bien. Comme tu dis, c'est bien pour l'ego, ça te fait monter Oui. ton ego. Mais le fait de l'avoir préparé tous ensemble, d'avoir préparé un truc précis et que ça se réalise dans ce sens-là, ça fait encore plus plaisir, quoi. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu vois, toi, quand tu as une nouvelle personne qui, tu vois, entre dans le dojo, qui pousse la porte de la salle, est-ce que tu vois directement dès sa première séance si est-ce que ok lui il a un potentiel d'aller loin, de faire des combats, ou est-ce que bah, justement le travail prime toujours sur le talent, sur bah, les profils que tu as pu voir passer, ou je sais pas si tu vois Bah, la. bah alors au premier regard, je peux pas toujours le voir parce qu'il y en a beaucoup qui ont la flamme dans les yeux, mais ils recherchent pas forcément les mêmes choses, tu vois. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que dès le premier entraînement, je peux te dire, Mm. moi j'ai besoin de voir la personne combattre. Après, si moi je combats avec elle, si je tourne avec elle en sparring par exemple, là je vais vraiment pouvoir te dire ce qu'elle a dans le ventre. Mm. Et même, comme tu dis, si elle n'a pas forcément de niveau tout de suite, puisque c'est normal, elle débute, je vois vite le potentiel. Et par contre, je suis d'accord avec toi, c'est que le travail, il prime sur le talent. Mm. Par exemple, j'ai des élèves sur qui je miserais beaucoup plus parce que même si en compétition, les résultats n'apparaissent pas tout de suite, je vois qu'ils y retournent, qu'ils corrigent, qu'ils rectifient, qu'ils recalibrent et qu'ils y retournent et que la défaite ne les impacte pas, qui se remettent en question. Tout comme il y en a qui ont enchaîné les victoires et qui, Ouais. pour une défaite, t'as plus de nouvelles pendant 6 mois ou tu vois, tu proposes des combats, ouais, je sais pas et tout. Mm. Tu vois, ça, c'est la différence pour moi entre talent et vraiment la mentalité Ok, ouais. de travail acharné. Et Faut- c'est pour ça que je te dis, quelqu'un que. Il aura beau avoir la flamme et tout, si je vois pas qu'il est assidu, qu'il est là tous Ouais. les jours, pour moi, il aura pas de potentiel, tu vois. Ouais, faut voir sur le long terme un peu, quoi. Exactement, Ok. Dernièrement, tu as combattu en MMA là. c'est ça. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas combattu du coup? Waouh, ça faisait 4 ans, 4 ans que j'avais pas mis les gants. Après, comme je t'ai dit, heureusement, je suis resté très actif en grappling. J'ai Oui. pris beaucoup de titres ces dernières années. Et, euh, et j'ai fait quelques sparring du coup pour les prépas de méga et tout, mais c'était rien à voir avec des sparring appuyés de pro, tu vois. Ouais. Donc non, c'était cool de retrouver ces sensations-là, que ce soit dans la prépa ou de retourner dans la cage. Ok. Et c'est quoi justement qui t'a donné le déclic, qui t'a dit ok, je vais refaire un combat? Bah en fait, j'ai eu pas mal d'occasions de remettre les gants ces dernières années. J'ai eu quelques orgas qui m'ont contacté, mais comme je te dis, c'est compliqué d'être coach et combattant en Oui. même temps, surtout en MMA. Donc il y avait eu un événement à Brest, il y avait eu le COF, et il m'avait appelé 2 jours avant, donc j'ai trouvé que c'était vraiment pas respectueux. Pour un pro, on ne prépare pas ça comme ça. Et là, le fait que l'AEC me prévienne suffisamment en avance, tu vois, ils m'ont prévenu plus de 5 mois avant, Mm. ça m'a permis de m'organiser pour préparer mon camp, pour déléguer les entraînements ici, pouvoir faire mon camp personnel en me concentrant que sur moi. Mm. La date était top aussi parce que c'était en fin de saison. Oui. Et je me suis dit, à Brest, il n'y a pas photo, tu vois. Le fait que ce soit à domicile et tout, c'était vraiment un kiff, un truc que je voulais faire parce Ouais. que, si tu veux, moi, je suis parti d'ici à la base parce qu'il n'y avait pas ce que je voulais niveau compétition quand j'étais amateur. Ouais. Je faisais que du régional. Ça faisait 3 ans que j'étais champion de Bretagne de boxe taille et de pancrace. Et qu'en grappling, je gagnais tout en compétition parce qu'il y en avait 1 ou 2 par an, tu vois. Ouais. Et je suis parti parce que ça manquait trop. Et au final, je reviens, je monte ma salle et on me demande si je veux faire le main event d'un combat de MMA. Mais bien sûr que oui, c'était un C'est super sûr. accomplissement. Ouais. Ouais. Ça t'a fait quoi comme sensation, tu vois, de remettre les gants justement? Oh bah, c'était génial, hein. C'était génial. Je te dis, rien que la prépa, j'ai adoré. Je pense que j'ai jamais fait une prépa aussi clean de ma vie. C'est très bien passé. De retrouver aussi le côté cohésion, tu vois. Là, pour le coup, ma prépa, je l'ai fait dans une autre team à côté de Bordeaux, à Street Fight. Et tous les collègues, ils m'ont aidé dans la prépa, même ceux qui n'étaient pas combattants de MMA, tu vois, il y en a chacun sa spécialité là-bas. Il y en a, Ouais. c'est plus des grappleurs, des lutteurs, des boxeurs. Chacun est venu mettre sa pierre à l'édifice. Ah ouais, t'as personne, t'as besoin de travailler la boxe, vas-y, moi je fais de l'anglaise depuis Ok. 10 ans, hop, allez, on met les gants. Donc de voir déjà tout ce monde-là participer à renforcer mes chances de victoire, ça m'a fait grave plaisir. Et après, en plus de rentrer à la maison et d'avoir mon public, ma team que j'entraîne qui viennent me voir et me soutenir, c'était génial. Ouais. Ouais, tu m'étonnes.
comment s'est déroulé du coup un petit peu si tu peux faire dans le macro, tu vois, ta prépa justement à Bordeaux, comment ça s'est déroulé? Et bien, du coup, là, pour ce game plan en particulier, vu que je suis parti du principe que ça faisait 4 ans que je faisais que du sol Ouais, et que ça se savait sur les réseaux, je me suis dit, bon, le gars, il va travailler sa défense de lutte, il va travailler sa défense au sol, donc va falloir charbonner la boxe parce il va m'attendre au tournant là-dessus. ouais, Donc en vrai, j'ai fait 80% de striking sur cette prépa. ok, Très peu de sol, juste ce qu'il fallait dans les basiques pour rester actif, mais vraiment, j'ai pas peaufiné mon jeu de soumission ni rien. Pour ça qu'il n'y en a pas eu aussi, que le combat il a duré longtemps. Mais je savais que ça se passerait debout, que ce soit pour avoir les timings en lutte, puisque lui il m'attendait au tournant là-dessus, oui, ou que ce soit pour éviter de prendre un max de dégâts, parce que lui aimait faire des dégâts debout. ok, Bien que ce soit un combattant complet et qu'il ait plus de finish au sol, c'est pas lui qui cherche le sol, il fait des dégâts jusqu'à ce que l'autre l'emmène au sol. Donc on voulait pas lui donner ce qu'il voulait. Donc ok, ça a été une majorité de striking la prépa. Ouais. ok, ça marche. Striking, tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas du Ouais, tout? pardon. Alors le striking, c'est la boxe en fait, la boxe pied-point pour ce qui est du MMA. Donc c'est les percussions. Striking, c'est les percussions, les coups de poing, les coups de Ouais, pied, coups de genou, coups de coude. On a travaillé le pied-point un maximum sur cette prépa. ok. Et toi, ton adversaire, du coup, enfin, t'as eu des possibilités du coup de voir qui c'était, comment il s'entraînait, Ouais, etc. bien sûr, ça fait partie de la prépa aussi. Donc, comme je te dis, j'ai vu que c'était un combattant complet, qu'il avait plus de finish au sol. C'est un très bon grappleur. Il était ceinture marron depuis 2 3 ans. Donc, Ok, moi aussi, je suis ceinture marron actuellement. Donc, je me suis dit, déjà, c'est un bon match-up en termes de level au sol. Il est complet également. Après, la seule différence, c'est le style. Moi, je suis plutôt un style technicien. Lui, c'était plutôt un bagarreur, tu vois. ok, Donc, fallait pas rentrer dans le jeu de la bagarre avec lui ouais, et travailler un maximum à distance et travailler intelligemment, essayer de lui faire perdre patience. ok. Et je fais juste une aparté sur le côté ceinture justement. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça fonctionne tout ça, les ceintures Ouais. Bah, en jiu-jitsu brésilien, tu as 5 ceintures de base. Donc, la ceinture blanche quand tu débutes. Ok, Ensuite, quand tu as des bonnes bases, tu passes à la bleue. Puis, quand tu deviens spécialiste, tu passes la violette, la troisième. Tu as la marron et la noire. Donc, la marron, c'est la dernière ok. ceinture avant la ceinture noire. Et Qu'on peut poncer plus ou moins longtemps si on est un compétiteur aguerri, ok. contrairement à si on est en loisir, par exemple. Et c'est quoi comment tu passes d'une ceinture à une autre? Et ben en fait, en jiu-jitsu brésilien, on te la passe quand, on va dire, quand tu as le niveau de passer au-dessus. Ok, Contrairement au judo, par exemple, où c'est des passages de grade, où on a vraiment une grille avec des cases à cocher. Il faut ouais, maîtriser telle technique, telle technique, telle technique. Nous, on s'entraîne tellement, l'entraîneur, il nous connaît tellement, il sait où on en est, il sait ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, et c'est lui qui décide quand on l'a. Par exemple, moi je suis dans une team qui est assez sévère et ils ont raison. C'est qu'ils donnent les ceintures vraiment quand on a vraiment nettoyé la catégorie. ok, Alors qu'en loisir, par exemple, je prends le cas de la ceinture bleue. La ceinture bleue, tu la passes au bout de 2 ans en moyenne. ok, Que tu aies fait de la compète ou pas, on va te la passer parce que tu commences à être un ancien au club. Alors qu'avec mes compétiteurs, je vais être beaucoup plus dur puisque les autres teams, ils envoient leurs gars en blanche pendant 4 à 5 ans, hmm, certains. Toi, si tu as un compétiteur que tu le passes au bout de 2 ans en bleu, il va se faire rouler dessus en fait. ok, Parce que même s'il a un niveau théorique de ceinture bleue, la compétition et le loisir, c'est pas le même monde. oui, Moi, quand j'étais encore ceinture bleue, je commençais déjà à taper des ceintures noires loisirs ok, à la salle, tu vois. Alors que inversement, là aujourd'hui, je suis marron. Il y a beaucoup de ceintures noires que je peux taper, mais il y a aussi des ceintures violettes de compète que je peux pas faire taper, enfin qui sont ok, très très solides. Donc c'est pour te dire il y a beau avoir 5 ceintures, l'échelle n'est pas la même suivant les clubs et suivant si tu es un compétiteur ou un loisir. ok, En jiu-jitsu brésilien, au bout de 8 ans, tu peux très bien avoir une ceinture noire de la salle, tu vois. ouais, Alors que moi, tu vois, ça fait 16 ans que je suis dans les arts martiaux, ça fait 13 ans que je fais de la compétition au sol et je suis encore à l'avant-dernière ceinture. ok, ouais, je vois. Il y a une phrase là qui est juste à côté là Exactement. qui me plaisait pas mal que dès que je suis rentré dans la salle, je l'avais vu. C'est bah, pour celui qui voit pas, du coup, moi j'arrive même plus à lire d'ici. A black belt is a white belt who never give up. Ouais, Donc une ceinture noire, c'est une ceinture blanche qui a jamais abandonné. hmm. Et ça, je trouve que c'était Ouais, c'est une plutôt belle une belle. punchline. Ouais, c'est clair. Ok. Euh,
est-ce que combattre à domicile, du coup, pour toi, c'était un plus ou est-ce que justement, au contraire, tu avais plus de pression vu que bah, tout le monde te connaissait, etc. Bah, niveau enthousiasme, c'était un plus hein, parce que, comme je le disais aux interviews de l'AEC, j'ai toujours combattu dans des bourbiers à Ouais, l'international autant qu'underdog. J'allais à, j'allais à Berlin prendre un mec de Berlin, j'allais à Francfort prendre un mec de ouais, Francfort, etc. Donc, c'était pas du tout la même de se sentir soutenu, c'était cool. Après, effectivement, il y avait une pression sur le résultat. mm, C'est qu'il fallait vraiment pas perdre devant le public, et contre un adversaire comme ça, en plus, justement, qui n'a rien à perdre, qui n'est pas chez lui et qui adore faire la bagarre, quand on est un technicien, c'est pas en faisant la bagarre qu'on a le plus de chance. ouais, Donc, également pour ça que je ne me suis pas acharné à chercher le finish sur les soumissions ou debout. Je voulais vraiment faire un beau combat qui dure et où je me fais plaisir, où je fais plaisir au public, ok, plus qu'un combat expéditif qui se termine au bout de 30 secondes, que ouais, les gens n'ont même pas compris vraiment ce que tu as fait au sol, tu vois. Donc c'était une pression dans le sens, faut la jouer safe. Donc ça peut être chiant quand on a l'habitude de terminer les mm, combats avant la limite. Mais par contre, c'était un gros soutien justement pour tout ce qui est avant l'entrée dans la cage et tout. ouais, C'était un plaisir. ok. Est-ce que tu peux, enfin, je sais pas si du coup tu peux en résumer rapidement, mais comment il s'est passé le combat sur les différents rounds? Ouais. Comment est-ce que ta stratégie a évolué enfin, au fil du combat, tout ça, etc. Ouais, bien sûr. En fait, quand le combat a commencé, comme je te dis, le game plan c'était de le pousser à se jeter, puisque lui attendait que je me jette pour chercher le sol. Ok, Le but c'était qu'il cherche vite les dégâts en boxe pour que je puisse le contrer un maximum ok, et l'emmener au sol vraiment si c'est nécessaire. Le problème, c'est que ce qu'on n'avait pas calculé, c'était qu'il était plus intelligent et plus patient que ce qu'on pensait. ok, Dans ses combats précédents, il s'était beaucoup jeté, il avait été très agressif. Après, je pense que ma posture a joué un rôle aussi parce que j'avais une posture très mobile, très dissuasive. Il voyait que j'étais prêt sur mon bras avant à toucher fort. Donc il n'avait pas envie de se jeter comme il fait d'habitude. ok. Je pense qu'aussi le fait de faire autant de routes pour faire un combat aussi, tu as moins envie d'aller miser sur du 50-50, tu as Parce plus qu'il envie de venait faire d'où du durer. coup? Il venait de Colombie. Ok, Donc je pense que tu as plus envie, quand tu viens de Colombie jusqu'à Brest, de faire durer un peu le premier round, prendre des sensations, que de te jeter sur un mec qui a l'air de t'attendre en te disant peut-être ouais, qu'il va m'éteindre sur une frappe. Donc il a été patient sur le premier, on va dire, plus que ce que je pensais. Et en fait, quand moi j'ai été le chercher, ce que j'aurais pas dû faire, il m'a touché fort sur un bras arrière. Donc je l'ai pris pleine tête, ça m'a sonné un peu, pas de là à me mettre KO, mais assez pour me dire, hey, normalement ce mec-là, il doit même pas te toucher, vu la ok, longe que tu as et vu ce qu'on a travaillé, il doit pas te toucher, surtout au bout de 30 secondes. Donc au bout de 30 secondes, il m'a touché. Je suis passé en pilote auto, j'ai vu qu'il allait chercher les dégâts et qu'il a commencé à me coller parce qu'il a vu qu'il avait touché. Donc j'ai choisi de l'emmener au sol, ça a été très facile. Au bout de même pas 40 secondes, j'étais déjà dans son dos en train de l'étrangler. ok, Donc un peu frustré d'avoir travaillé autant la boxe pour se retrouver encore une fois dès la première minute avec un mm, étranglement arrière. J'ai quand même essayé de le finir, mais j'ai vu qu'il défendait très bien. Et je me suis dit, ça à mon avis, c'est un combat qui va durer longtemps, on va pas gâcher nos forces. Donc j'ai quand même essayé de garder la position, tout ça pour le fatiguer un max, mais j'ai laissé tomber l'idée de le soumettre. J'ai repris son dos 2 minutes après, pareil, il a très bien défendu. ok, Donc là, j'ai misé plus sur les positions dominantes pour le fatiguer, pour le cuisiner mieux au round suivant. Donc le round s'est terminé avec du sol. Il s'est relevé une ou deux fois, je l'ai refait tomber, je l'ai tenu, je lui ai rentré quelques frappes sans plus. mm, Deuxième round, on a parlé avec les coachs dans le coin, on a dit bon, on reste sur le game plan qu'on a prévu, c'est juste là, tu as avancé, tu n'aurais pas dû. ok, Cette fois, continue de l'aspirer et même s'il t'attend, laisse-le venir. Donc j'ai été plus patient, j'ai pas revu l'entièreté du deuxième round, mais pour moi, il a duré beaucoup plus longtemps debout, peut-être 2 minutes, quelque chose comme ça. Donc on a beaucoup plus dansé, on a bougé debout. Il s'est pris pas mal de jabs, beaucoup plus. ok, Et il a fini par me toucher encore une fois, cette fois beaucoup moins fort, mais assez pour me faire reculer. Et là, encore une fois, il s'est engouffré pour me terminer, donc je suis repassé en mode lutteur. ok, Et donc là, le sol, pour le coup, il était plus fatigué, j'arrivais mieux à rentrer les coudes, etc. Pareil, j'ai fini le round au sol en le frappant et en le tenant. Et troisième round, bah, là, je savais que en fait, le seul moyen qu'il avait de me toucher, c'était de me forcer à venir le chercher. mm, Donc je l'ai attendu et je l'ai touché encore plus debout. Et j'ai quand même décidé de finir le round au sol parce que je voulais pas, justement, après avoir sécurisé les deux premiers rounds, je trouvais que c'était un game plan qui payait bien. Et tu vois, c'était pas ce qui était prévu, pourtant on voulait le gagner debout. ouais, Mais vu que je voyais que j'avais largement ce qu'il fallait au sol, tu vois, ça c'est le paramètre public aussi.
J'avais largement ce qu'il fallait au sol pour le battre et j'avais gagné mes 2 rounds au la main comme ça. Je me suis dit, on va pas miser du 50-50. Il a encore assez de puissance pour me connecter fort au menton. Ouais. Donc dès qu'il y a une distance suffisante, je l'ai réemmené au sol alors que j'aurais pu juste esquiver, sortir. J'ai choisi de l'emmener et de valider mon round Ok. et de gagner safe, quoi. Ok. Et du coup, victoire. Ouais, du coup victoire et comme je te disais, avec un game plan de base que j'ai suivi au maximum, mais qui s'est adapté au fur et à mesure des rounds en se Oui. rendant compte, ok, il est plus fort que ce qu'on croyait debout. On voulait chercher un KO debout en contre, mais lui aussi il est en train de la jouer en contre, lui aussi il est patient. Ouais. En fait, va falloir jouer plus sur ton point fort puisque là c'est ce qui commence à payer. Et round après round, en adaptant le game plan, ça m'a permis de gagner Ouais. plus facilement que si j'étais resté collé sur le game plan, quoi. Oui. T'as forcément des aléas de toute façon pendant un combat, quoi. Bah Tu exactement. peux pas tout prévoir, quoi. Comme disait un homme sage, tout le monde a un game plan jusqu'à prendre un pain dans la tronche. C'est clair. Et c'est là qu'on reconnaît les bons combattants, ceux qui ont de l'initiative, ceux qui ont de la confiance. Bah, faut avoir plus d'une corde à son arc de toute façon. Ok. Il y a 2 aspects de la prépa en combat. On va commencer déjà par la prépa physique. Hors du coup des sparring et de l'entraînement pur des arts martiaux. Est-ce que tu as fait de la prépa physique en général ou pas? Alors j'en ai fait, mais je ne suis pas un exemple parce que moi j'ai toujours privilégié les sparring Ouais. et la technique à la prépa physique, sachant, comme je t'ai dit, que depuis le plus jeune âge, je m'entraîne tous les jours. Pour moi, c'est pas ça qui pêche, le cardio, le physique, etc. Même si je suis d'accord que travailler des filières spécifiques sur 1 heure, tu vas avoir beaucoup plus de résultats qu'en t'entraînant tous les jours en complet, on va dire. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui mise beaucoup sur la prépa physique, même si je sais que je devrais me pencher plus là-dessus. Si je peux, pour moi, le combat, il va se faire debout avec des gants, avec des gants, avec des frappes au sol, etc. Donc pour moi, c'est ça qu'il faut que je Oui. pratique un max. Par contre, quand je suis hors saison, je fais plus de prépa parce que justement, il n'y a pas cette pression de l'échéance qui arrive, tu vois. En off-season, j'en fais beaucoup. Et plus je vais me rapprocher de l'échéance, en fait, plus tout doit tourner autour de ce qui va se passer. Par exemple, même Oui. mes pattes d'ours, je les fais avec les petits gants taille 4. Ok. Même mon sol, avec les frappes au sol, je les fais avec les petits gants. Je mets la coquille que je mets jamais en grappling, par exemple. Enfin, je me mets vraiment le plus proche de la situation possible. Ok. Ok, je vois. Mais je recommande la prépa parce que effectivement, ça porte vite ses fruits. Le fait de se spécialiser sur des filières, l'explo, la force, etc. Tu auras plus de résultats parce qu'en plus, c'est un sport qui est très drainant. On fait des rounds de 5 en pro, en amateur c'est des 3, mais il y a le système nerveux qui prend cher, Oui. surtout quand on débute avec le stress et tout. On ne pourra pas avoir autant de qualité sur la progression physique en faisant des sparring qu'en faisant un thème précis en prépa. Ok. Ça, je suis d'accord. Ok, trop bien. Et du coup, le deuxième aspect, c'est l'aspect mental. Comment est-ce que toi, tu te prépares mentalement à un combat? Et ben, la meilleure prépa mentale pour moi, c'est de s'entraîner très très dur. Ok. S'entraîner comme un chien, pour moi, il n'y a pas photo. C'est comme ça que j'ai toujours fait. Pour moi, quand tu t'entraînes dur tous les jours, que tu donnes le meilleur de toi-même, si le mec il te bat, c'est juste qu'il est meilleur que toi. Et s'il est meilleur que toi, bah, c'est normal qu'il gagne. Ouais. Et du coup, il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à avoir de regrets. Donc pour moi, la meilleure prépa mentale, c'est justement de s'entraîner dur, de laisser aucune place au doute. Si tu as tout travaillé ce qu'il fallait, du mieux que tu pouvais, il n'y a pas de doute à avoir. Et quand bien même ça se passe mal, il n'y a pas de regret à avoir. Ok. Donc s'entraîner vraiment le plus dur possible pour Exactement. laisser aucune, enfin le moins de failles possible, quoi. Bah c'est ça, il faut te dire, pendant que tu te reposes, pendant que tu skippes l'entraînement, ton adversaire, Ouais. lui, il est en train de s'entraîner, tu Ouais. vois. Donc, et inversement, hein, quand tu fais un round de plus et tout, il faut se dire, là ton adversaire, il est peut-être en train de se reposer, toi, tu vas faire un round de plus, ok. Et faut en faire plus que l'adversaire, comme ça, au moins, tu es sûr de gagner. Ouais. Ok. Trop bien. Et là, est-ce que tu sais c'est quoi la suite en tant que compétiteur en général et après en tant que combattant de MMA? Et ben, pour le grappling, moi la suite, c'est un circuit assez classique, hein, même s'il y a des petites surprises avec les événements type gala et tout qui commencent à s'organiser un peu partout en France et en Europe. Je vais refaire le circuit classique, hein, les France, les Europes, les mondes, Ok. pour ce qui est du grappling. Après, pour ce qui est du MMA, je suis sur 2-3 propositions qui ne sont pas encore concrétisées. Donc je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais ça se pourrait qu'avant la fin de l'année, je retourne dans la cage à nouveau. Ok. Mm. Intéressant. Ouais. C'est quoi du coup ce que tu retiens, tu vois, de tes années là de sport de combat? Si tu pouvais donner, même si tu en as déjà donné du coup en tant que débutant des conseils, mais
ouais, je sais pas, une leçon que tu as apprise pendant toutes ces années et que tu aimerais transmettre ou conseiller en tout cas à Moi, quelqu'un qui nous écoute. une des plus grosses leçons que les arts martiaux m'ont appris, je pense, c'est pour ce qui est du tatami, c'est jamais sous-estimer son adversaire. Ok, C'est une grosse leçon qu'on apprend très, très tôt et qui reste. Après, ça m'a appris tellement de choses, les arts martiaux. J'ai pas toujours eu ce caractère-là, j'ai pas toujours été aussi posé. J'avais une enfance, j'étais très bagarreur, ok, une enfance très agitée et les arts martiaux, ça a vraiment changé ma vie. Donc ça m'a appris l'humilité, tout ça, le respect, beaucoup de valeurs. Donc non, pour moi, un des trucs qu'on apprend le plus tôt, c'est ne jamais sous-estimer son adversaire. ok. Parce que même un mec qui paye pas de mine, tu sais pas depuis combien de temps il est là, tu sais pas depuis combien de temps il Ouais. s'entraîne. Mm. Et s'il a pas les oreilles en chou, t'as aucun indicateur de danger. Et aussi bien, il peut te déchirer la tête juste parce qu'il en fait depuis un an, ce qui n'est pas beaucoup. Mais toi, tu débutes, tu connais pas encore. Ouais. Donc faut pas juger, faut pas sous-estimer qui t'est en face. Ouais. Mm. Ok, trop bien. Pour quelqu'un qui sait même pas du coup comment ça arrive les oreilles en chou, toi t'es un bon exemple là. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer comment ça arrive et bah, ce que ça fait, comment tu traites ça, etc. Et ben, ça Rapidement. arrive principalement à cause de la lutte. Il y a ça dans d'autres sports comme le judo, le rugby, les sports de contact en fait. Parce que les oreilles, on va dire, c'est un peu comme du cartilage. C'est pas fait pour casser. Mm. Quand ça casse, ça s'endurcit en fait. Donc au début, ça gonfle, c'est hyper douloureux. Ok. Il faut ponctionner avec une seringue, mettre de la glace et arrêter de s'entraîner. Et ouais, du coup, quand tu te casses les oreilles, c'est souvent dans des sports de contact comme le judo, la lutte et le MMA, où il y a le rugby, tout ça, où il y a beaucoup de contacts. Et au début, quand tu te les casses, ça gonfle très vite, ça Mm. rougit, c'est inflammé en fait et ça fait super mal. Et en fait, pour guérir ça, il faut ponctionner avec une seringue pour vider le sang, Ok. mettre de la glace pour réduire l'inflammation et se reposer. Donc, comme tu peux te douter, j'ai suivi 2 de ces 3 étapes. Ouais. J'ai pas fait le repos nécessaire. Ouais. Mais après, vu que je savais que je passerais ma vie à ça, déjà la première, je l'ai cassée dans le cadre d'une prépa de mon premier combat pro, donc je ne pouvais pas me permettre de m'arrêter à 2 semaines du combat. Ouais. Et vu que tu sais que de toute façon tu vas retaper dessus tout le temps, bah, tu t'en fous un peu plus, on va dire, Ouais. qu'un loisir qui n'a pas envie de massacrer son apparence. Et il va plus respecter le fait de ponctionner, de mettre la glace, de se reposer derrière pour que Mm. ça se solidifie tel que c'était avant, quoi. Ok. Et même avec du coup enfin même si quand tu t'entraînes, ça arrivera toujours quoi. Ça. En vrai, ça dépend parce que je connais des gens qui s'entraînent beaucoup aussi et qui ne les ont pas parce qu'ils ont les oreilles souples. En fait, je crois que c'est une question de souplesse du Ok. cartilage. Il y a des gens vraiment, ils s'entraînent beaucoup, ils ne les ont pas. Et il y a le style de combat qui joue beaucoup aussi. Plus tu es agressif, on va dire, dans ton sol, d'aller lutter, d'aller plaquer la tête contre les hanches, tout ça, plus tu vas t'éclater vite les oreilles. Par exemple, quelqu'un qui joue en dessous, en kimono, qui sert beaucoup de sa garde, beaucoup de ses jambes et qui se fait rarement passer la garde, Ouais. bah, sa tête, elle va rarement être en danger. Ok. Du coup, il aura moins de friction, donc sur le long terme, ça fait une différence. Tu peux avoir, bah, comme on disait, des ceintures noires de salle qui n'ont pas les oreilles, alors qu'ils en font depuis 8-10 ans. Tout Mm. comme tu peux avoir une ceinture blanche qui, depuis un an, il a un style très bagarreur, très lutteur, il va au contact et au bout d'un an, il peut avoir les mêmes oreilles que moi, quoi. Ok. Ouais, donc il n'y a pas de science exacte sur quand ça arrive, quoi. Ok. Trop bien. Tu parlais un petit peu de ton enfance où tu étais bagarre, tout ça. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ou pas forcément? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé me battre en fait depuis que je suis gosse. Je crois que le premier pain dans la tronche que j'ai mis, je devais avoir 3 ans, c'était en grande section. Un mec, je voulais prendre un vélo dans la cour de récré et il a mis sa main dessus. Il était un peu plus grand que moi, il m'a regardé de haut comme si j'allais laisser tomber, quoi. J'ai pas aimé le mood, donc j'ai fermé mon poing, j'ai envoyé dans la tronche comme ça. Il a pleuré, etc. Il a eu un cocard. Après, on est allé avec mes parents s'excuser auprès de ses parents, tout ça. Et je sais pas, je me suis rendu compte, c'était comme un pouvoir magique. Je me suis dit, en fait, quand il y a un problème, c'est comme ça, quoi. Ok. Donc après, j'ai souvent réglé les problèmes comme ça par la suite. Donc ça m'a apporté pas mal de problèmes, forcément. Et un jour, en fait, coup de bol, arrivé à 15 ans, 14-15 ans, j'étais dans la cour de récré, je me battais comme régulièrement. Et j'ai un surveillant qui était prof de sambo. Ok. Ah ouais. Donc qui me reprenait déjà plusieurs fois depuis le début de l'année. Et il me dit, mais Arthur, tu m'as pas dit que tu faisais du sambo quand tu étais petit? J'ai dit, ouais, j'en ai fait et tout, j'ai arrêté. Il m'a dit, bah, tu devrais reprendre. Moi, tu sais que j'ai un club et tout. J'ai dit, ah non, je savais pas.
Donc Ok. je connaissais déjà la discipline en elle-même, et c'est vrai que ça me manquait un peu, le fait qu'il m'en parle et tout, ça m'a réveillé des trucs. Hmm. Et je me suis dit, bon, allez, je vais aller dans son dojo. Et bah, depuis que j'ai mis les pieds dans son dojo, ça a changé ma vie. D'ailleurs, dédicace, il s'appelle Benoît Boulch, il s'entraîne, il donne des cours au Tao du Dragon Celtique, à Pleyber-Christ, à côté de Morlaix, c'est un super entraîneur. Ok. Je donne des cours chez lui, d'ailleurs, une fois par semaine. Et cette personne, elle a changé ma vie parce que depuis qu'il m'a emmené dans son dojo, ça m'a remis une discipline, ça m'a redonné aussi une raison, pas de vivre, mais de quelque chose à visualiser, quoi. J'avais vraiment besoin de ça, ça me faisait du bien d'avoir ça pour me canaliser. Ok. Et le fait qu'il me parle aussi de ah, lui, il prépare une compétition, tout ça, ça m'a remis vraiment une vision, ça m'a remis sur le droit chemin. Et forcément, je me suis battu de moins en moins à l'école. Je savais qu'il y avait l'entraînement le soir. Je savais que c'était pas là que ça se passait. J'avais plus de self-control. Je savais de quoi j'étais capable. Ouais. Donc ça m'a aidé beaucoup dans la vie. Et même après, en changeant d'école, etc., en le perdant de vue, bah, je suis resté dans les arts martiaux. J'ai changé de club et j'ai su que c'était ça que je ferais de ma vie en fait. Ok. Ouais, Ok. C'est une belle histoire. ouais, merci. Ok. Et est-ce que tu as des épreuves dans la vie aussi qui t'ont rendu, bah, tu vois, plus fort en général, hein, mais qui ont eu une transition en gros sur ton parcours de coach combattant et enfin sur ta vie en général des arts martiaux? Ah ouais, ouais, il y en a eu pas mal. Bah, comme je te dis, déjà, le tout premier truc, avant même de vraiment être dedans, c'est comme je te dis, ce qui m'a fait décrocher du sambo chez les petits à reprendre le sambo avec Benoît, c'est que en fait, j'ai eu un accident quand j'étais petit, je suis tombé dans le coma. Je suis fait une grosse chute de 2 mètres de haut dans des escaliers et Ok. je me suis fissuré tout le crâne. Ah ouais. Donc j'ai failli mourir ce jour-là et les docteurs ils m'avaient dit que le sport c'était fini, les sports de contact, je pouvais même pas faire une tête au foot ou quoi. Ok. Donc ça m'a fait très mal au cœur et sûrement pour ça aussi que j'ai un peu mal tourné derrière, c'est que moi déjà toute ma vie j'étais actif, soit je faisais du judo, du handball, du sambo, Hmm. tout ça. J'étais toujours dans le sport. J'ai commencé très tôt le sport, j'étais toujours dedans et le fait déjà d'avoir une barrière mentale en mode tu feras plus de sport. Ça, c'était à quel âge? Ça, c'était à 10 ans. Ok. J'avais 10 ans, donc j'avais déjà goûté au judo, aux premières compètes de judo, pareil en Ah ouais. sambo. Donc là, tout ça, ça s'arrête parce que tu as fait une chute, on te dit que tu pourras plus jamais prendre de coups, plus jamais ne serait-ce qu'avoir des vibrations, tout ça. Donc c'était dur à accepter et tu vois, j'étais très bagarreur et tout, parce que je pense que j'avais une frustration aussi de ne pas pouvoir exprimer mon potentiel. Ouais. Et aussi, c'est ce que j'avais dit à Benoît, que j'allais devoir reprendre doucement parce qu'on m'avait dit que je pourrais pas et tout. Il m'a dit, c'est quoi ces conneries? De toute façon, nous, c'est bien encadré, t'inquiète pas, tu vas pas t'ouvrir le crâne. Hmm. S'il m'a dit, c'était il y a combien de temps? Il y a 4 ans. Ouais, mais c'est bon, ton Ok. hématome, il a dû se résorber et tout. Et bref, on a repris avec un bon cadre, tranquillement. On a bien fait les choses et on a vu que déjà, ce que disaient les docteurs, que j'allais avoir des nausées, la tête qui tourne et tout, c'était déjà passé, quoi. Donc ça, c'est la première grosse épreuve, mais du coup, grâce à cette personne, j'ai pu la passer parce que j'aurais pu rester bloqué là-dessus toute ma vie, tu Hmm. vois. Après, la deuxième grosse épreuve, je pense, ça a été de me lancer dans le sud. Ça, c'était plus une épreuve mentale. Je suis parti avec, j'avais juste ma Clio, j'avais tout ce qu'il fallait en Bretagne pour faire ma petite vie. Ouais. J'avais ma copine, ma voiture, mon boulot, j'étais bien, tu vois, j'avais ma famille, tout ça. Hmm. J'ai tout abandonné, j'ai gardé que la voiture, je suis parti à Marseille. Pendant 2 semaines, 3 semaines, j'ai campé dans la forêt. Ok. J'allais m'entraîner tous les jours, je posais des CV dans les magasins et tout pendant la journée. Le soir, j'allais à l'entraînement. Après, petit à petit, j'ai trouvé du boulot, je me suis trouvé un hébergement, tout ça. J'ai un ami qui m'a logé au début en attendant que je puisse trouver mon appart, etc. J'ai trouvé du taf. Et après, il y a eu les épreuves de partir à l'international parce que ensuite, j'ai reconstruit tout ce confort à Marseille que j'avais en Bretagne. Ok. Et je l'ai abandonné à Ouais. nouveau pour prendre un camion et ne faire que ça. Donc, Mm. quand j'étais au boulot à l'usine, je faisais déjà les croquis, les plans du camion. Quand les collègues ils me demandaient qu'est-ce que je voulais faire, je leur expliquais un camion, comme ça, l'année prochaine, j'arrête le travail et je peux faire que m'entraîner. Alors, ils se foutaient de ma gueule, évidemment. Ils me voyaient arriver toutes les semaines avec des cocards, des nouvelles cicatrices et tout. Ils me disaient, mais t'es fou, toi. En plus, j'étais encore amateur à l'époque, donc il n'y avait Mm. vraiment pas de perspective d'avenir pour eux. Ouais. Et je disais, moi, je vais devenir pro de toute façon et tout. Donc, beaucoup se foutaient de ma gueule. Et donc, j'ai lâché tout ce confort pour prendre un camion, l'aménager, partir à l'étranger. Donc, ça a été dur parce que se confronter à une Oui. nouvelle culture. En plus, j'ai commencé là où j'ai vécu longtemps au début, c'était en Angleterre où je suis resté 3 mois. Les gens n'étaient pas spécialement accueillants.
pas spécialement fan des Français non plus. Ok. C'était un autre niveau aussi. Donc là où moi je pensais, on va dire, bien me débrouiller, je suis arrivé, je me suis confronté à la boxe anglaise avec les puristes et tout. J'ai pris déjà des dégâts physiquement. Et mentalement, c'était dur aussi pour l'ego de se dire waouh, en fait, je suis loin d'être le meilleur. Même au sol où vraiment c'était mon domaine, les mecs, ils arrivaient à m'arracher. Je m'entraînais avec des mecs qui sont à l'UFC aujourd'hui, les Ok. frères Bacharat, tout ça. Ok. On se faisait des méchants sparring. Amir Al-Badi, tout ça. Donc les mecs, ils m'arrachaient même au sol. Je me disais waouh, mais en fait, je suis loin, je suis pas bon du tout. Donc ça, c'était dur comme épreuve aussi, de s'intégrer. Et en plus de s'intégrer de cette façon-là, parce que dans ce milieu, pour t'intégrer, c'est ça, faut faire tes preuves en sparring, Ouais. montrer que tu es solide et que tu en veux. Et ça passe par prendre des coups, prendre des soumissions, donc c'est pas facile. Ouais. Ok. Trop bien. Et après, les dernières épreuves, comme je te le disais tout à l'heure, c'était le KO en combat, il m'a pas trop impacté. Par contre, le KO à l'entraînement, celui-là, il a fait mal plus mentalement que physiquement. Même s'il m'a fait des sales dégâts physiques, c'était surtout mental. La prise de conscience de se dire waouh, tu risques ça tous les jours. Et en fait, tu n'as rien derrière. Si demain tu prends un KO ou tu es handicapé, tu te fais les ligaments, quoi que ce soit, en fait, tu n'as plus que ton camion, tu vas faire quoi? Tu as les capacités d'être un super coach, tu es déjà un super combattant, tu l'as prouvé, tu n'as plus rien à prouver là-dessus. Il serait peut-être temps que tu en fasses ton gagne-pain, quoi. Ok, ouais. Ok. Mais des épreuves dont on est toujours sorti la tête haute, en tout cas jusqu'à présent. Ok. C'est la mentalité qu'il faut. Ah bah ouais. Trop bien. Je vais regarder juste si ça filme toujours au cas où. Parce que l'iPhone, des fois. Oui, c'est bon. Hop. Hop. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, des trucs, des sujets sur lesquels tu aurais aimé qu'on aborde ou pas? Ouais, il y a tellement de sujets. Bah après, comme on disait, hein, je pense que c'est surtout des gens débutants loisirs qui vont suivre aussi ton podcast. Et franchement, faut pas être dans les préjugés. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent me voir, ils me demandent s'ils pensent que. Ils me demandent mon avis sur est-ce qu'ils sont aptes à faire du MMA. Et ça me fait rire parce que je leur dis, je suis qui pour juger que tu es apte ou pas? Bien sûr que tu es apte. Faire du MMA, ça veut pas dire faire les combats Dustin Poirier contre Gaethje ou les trucs comme ça où on va s'exploser la tête, se mettre des coups de coude jusqu'au sang. Justement, en amateur, c'est tout l'inverse. C'est très encadré. Dès qu'il y a un coup qui part à plus de 50%, en général, il y a le coach derrière qui fait « Oh, doucement les gars Ouais. ». On a des protections assez conséquentes. Les sparring sont bien encadrés. Les teams, il y a plutôt une bonne mentalité. Et en tout cas, dans la mienne, il n'y aura jamais quelqu'un qui va essayer de terminer l'autre parce que je serai toujours derrière. Donc le gars, il n'a pas envie de se faire un sparring avec moi après. Donc en général, ça va bien se passer. Donc il faut s'enlever les barrières mentales que c'est un sport hyper violent et que c'est pas accessible à tous et que ah ouais, je sais pas si c'est fait pour moi. En vrai, le meilleur moyen de le savoir, c'est d'essayer. Donc il n'y a pas de gros risque à pousser les portes à part de passer un mauvais entraînement dans le sens ah ouais, j'aime pas trop ce sport. Mais c'est pas parce que vous essayez le MMA que vous risquez un KO tout de suite. Moi, j'ai été en pro, c'est pour ça que je parlais de je risque ça tous les jours et tout, parce qu'on fait des sparring lourds entre pros avec des protections légères, etc. Mais le loisir, franchement, à part prendre du plaisir ou au contraire se dire ah non, en fait, j'aime pas trop les sports de combat, le contact, il n'y a pas de gros risque. C'est bien encadré, donc faut pas se mettre de barrière mentale. Croire qu'on va tout de suite vous pousser dans une cage et vous dire allumez-vous la tête, que le meilleur gagne. Ouais, c'était surtout ça. Après, en général, les gens, ils se font vite leur idée par eux-mêmes. Et c'est ça que je trouve beau aussi. C'est le mec qui a pas, on va dire, moi, comme je t'ai dit, j'étais assez bagarreur, j'avais ça dans le sang. Mais moi, ce que je trouve beau, c'est le mec, justement, qui est pas spécialement bagarreur. Peut-être, je sais pas, il a un boulot, il bosse à la bibliothèque ou il bosse à la mairie. Et il va se dire, soit il va avoir un combat ou il va avoir un déclic. Il va passer devant une salle, il va voir le logo et il va se dire, ah ouais, j'aimerais bien tester les arts martiaux. Et le mec, il va aller se parer, limite au bout d'un an ou deux, il se part avec les compétiteurs parce qu'il se débrouille bien en fait. Moi, je trouve ça super beau parce que tout le monde ne pousse pas les portes pour la même raison, si tu veux. Et au final, on se rejoint tous autour de la même mentalité, la même optique de progresser, de devenir plus fort. C'est les valeurs des arts martiaux qui nous rapprochent, moi, je trouve. Alors qu'on n'est pas forcément là pour les mêmes choses. Il y en a un, il va être là juste pour s'entretenir, pour être en forme. L'autre, il va être là pour la science du combat parce qu'il aime ça, mais il n'a pas envie de se faire mal. L'autre, il va être là justement parce qu'il a envie de se tester en compétition, il aime bien prendre des coups, en donner, il aime briller.
Et au final, tu vois, ces trois profils, ils vont se retrouver autour de ah ouais, on bosse ensemble, on progresse ensemble, on souffre ensemble, on gagne ensemble, tu vois. Ouais. Et je trouve ça cool. Ouais, moi, c'est ce côté-là, de toute façon, qui m'a fait aimer les sports de combat et qui m'a fait revenir, de toute façon, un peu dans les sports de combat, même si tu vois bien que je suis pas là 8 fois par semaine à l'entraînement, hein. Ouais. Mais de ce côté-là, où c'est vraiment le côté mental que t'as pas dans tous les autres sports, honnêtement, je trouve. Ouais, bah, parce qu'en fait, l'histoire aussi dans les arts martiaux, c'est que c'est ça qui différencie aussi arts martiaux et sport de combat. Sport de combat, c'est vraiment, on va dire, de l'opposition, mais avec un système de comptage de points et un système de règles Mm. qui fait que ça devient vraiment sportif, c'est une discipline à part. Alors que les arts martiaux, à la base, ça a été créé, art martial, c'est l'art de la guerre, Mm. et ça a été créé pour être efficace et pour protéger des peuples et aussi d'autres pour conquérir, tu vois, mais à la base, c'est la défense. Et, euh, et ça a été élaboré traditionnellement. Chaque pays a sa culture. Tu as des différents arts martiaux dans différents pays et qui correspondent à une histoire. Mm. Par exemple, en Thaïlande, avant le Muay Thai, qui est la boxe thaï, tu avais le Muay Boran, où c'était très similaire, mais c'est ce qu'ils ont inventé avant le côté sportif du truc. Ça leur servait vraiment à se battre. Ouais. Les coudes et les genoux, c'est ce qu'il y a de plus dur pour frapper, que les poings, tu vas te casser les mains, par exemple, tu vois. Ouais. Et ils se battaient comme ça. Il y a eu plein d'autres, j'ai pas l'étymologie de tous les arts martiaux, Mm. mais tu vois, le judo aussi, je pense que ça a sacrément payé. Oui. Parce qu'en fait, par exemple, l'art martial le plus répandu, tu vois, dans le monde, c'est la lutte pour moi. Ok. Tu vois, même les plus petits pays, les plus paumés, ils vont avoir leur style de lutte. Nous, les premiers en Bretagne, on a la lutte Mm. bretonne, tu vois, le gouren. Et à l'époque, chaque petit bled avait son style. Et c'est ça que je trouve fou, c'est que différentes cultures qui n'étaient pas forcément en commun, qui n'étaient pas en contact les uns avec les autres, ils avaient déjà leur notion de la lutte Ouais. et leur vision de la lutte. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lutte, c'est mettre l'autre au sol. Et parce qu'en fait, la première forme de domination dans un combat, même dans la nature, tu le vois chez les ours, etc., Mm. les animaux qui se battent, c'est essayer de plaquer l'autre sur le dos et d'être sur lui. Ouais. Et c'est le truc le plus primitif pour dominer l'adversaire, c'est ça. Et c'est marrant de voir que il y a plein de civilisations qui ont découvert ça et qui ont trouvé d'autres moyens d'y arriver. Tu vois, la lutte mongole, ça va pas être la même chose que la lutte gréco, etc. Mais c'est le même but au final. Ouais. Et tout ça pour dire que ça, c'est le côté martial, le côté efficace, où on a besoin de ça pour se battre, pour gagner une guerre. Par exemple, quand tu es en armure, c'est pareil, plutôt que mettre 10 000 coups d'épée, des fois, quand tu es au corps à corps, c'est plus simple de mettre un bon Uchimata, de faucher le mec, le faire tomber, tu sais qu'il ne se relèvera pas, Mm. tu auras tout le temps de le tuer quand il sera au sol, tu vois. Et ça, c'est le côté art martial, c'est l'efficacité, défendre ton peuple, défendre ton village et être efficace avant d'être esthétique. Ok. Oui. Et après, tu as eu le côté sport de combat où c'est pour impressionner un public, pour faire des résultats qui peuvent être scorés sur un papier, tu vois. Et c'est là que ça diverge parce qu'à la base, il y avait vraiment les arts martiaux avec les valeurs et tout qui allait avec, et le sport de combat qui était vraiment juste la discipline isolée, Ouais. sans tout le côté traditionnel, le côté valeurs, cérémonie, etc. Ok. Très compris. Et je mets un point d'honneur à différencier sport de combat et arts martiaux. Ouais. Pour moi, le MMA, ça veut dire arts martiaux mixtes. Et donc, dans arts martiaux mixtes, il y a arts martiaux. Donc, pour moi, on se Oui. doit de garder les valeurs aussi qui vont avec. C'est vrai que ça peut se perdre assez vite, quoi. Ça se perd Surtout en ce beaucoup. moment, ouais. Bah oui, avec la modernisation, le business, Oui. le show business qu'il y a autour de ça, le problème, c'est que ça se perd beaucoup. Les gars, ils partent dans le trash talk. Ouais. Ils ont compris que pour que les gens veuillent voir ton combat, plus tu parlais avant, plus tu faisais de gros titres, plus il y avait de gens qui te Ouais. suivaient, donc plus tu allais gagner de sous. Donc malheureusement, et ça impacte aussi les jeunes parce qu'ils voient ça, ils prennent ça comme un modèle de réussite et ils en oublient les Khabib et tout ça qui sont arrivés avec des 22-23-0 à l'UFC et on n'avait jamais entendu parler d'eux avant parce qu'en fait les mecs ils gagnaient leur combat, ils retournaient à la salle, ils préparaient le prochain, ils gagnaient, ils parlaient pas, tu vois. Mm. Et au final ces mecs-là ils ont pris une retraite avec 29-0 après avoir pris les plus gros noms de l'UFC Ouais. et ils parlent toujours pas, tu vois, ils ont raison parce que pour moi c'est ça la mentalité des arts martiaux, c'est next, next, next. Trop bien. Bah, justement, on va enchaîner sur un petit jeu. Ouais. Je vais t'expliquer un petit peu après, mais un petit jeu pour conclure ça un petit peu. Ouais. Ok, donc juste avant de commencer le petit jeu en soi, question simple, Guy ou no Guy?
Waouh, no gi. Ok, Après, j'adore pratiquer le gi aussi, surtout à l'entraînement. En compétition, la gerbe complet, c'est pas un style beau du tout à voir. ok, Mais à l'entraînement, j'adore parce que tu peux vraiment t'amuser à faire des trucs stylés, à tricoter, tout ça, faire des techniques avancées. ok. Par contre, franchement, no-gi, non, no-gi, c'est tellement plus réaliste. Pour le MMA, ça colle beaucoup mieux. Ouais, Pour l'efficacité aussi, que ce soit en self-défense ou quoi, tu n'auras pas toujours un mec qui a un kimono, une ceinture et un pantalon, tu vois. mm, Et non, c'est ce qu'il y a de plus réel, de plus réaliste et de plus primitif aussi. Donc moi, je suis pour le primitif, je suis pour les arts martiaux, ok, pour ce qu'il y a de plus ancestral. Et ouais, pour moi, la lutte avec soumission, ça existait avant les kimonos, tu vois. ok. Est-ce que tu peux expliquer du coup celui qui connaît pas, gi, no gi? Ouais, Qu'est-ce que ça alors change? le gi, c'est le kimono en japonais. Et du coup, no gi, forcément, c'est sans kimono. Donc c'est la pratique du grappling. Bon, le jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment un sport à part entière, du coup, qui se pratique en gi, en kimono. C'est les mêmes règles, on va dire, c'est quasiment le même comptage de points. Juste que bah, du coup en kimono, on a plus d'options de saisie, de préhension. On a plus de techniques aussi parce que du coup on peut pratiquer les techniques du no-gi qui a sans kimono, mais en plus de ça, on a les techniques Mm. du kimono qui permettent d'étrangler, de renverser, d'avoir des points de levier différents, des gardes différentes. Donc il y a plus de techniques. C'est un jeu plus complet. C'est pour ça aussi qu'à l'entraînement, j'adore. Et par contre, comme je te dis, en compétition, ça bloque le jeu et tout, donc ça devient vite pourri. Et, euh, et le no-gi, du coup, c'est du grappling, hein, et du coup, sans le kimono, bah, c'est pas le même jeu parce que du coup, vu qu'il n'y a pas tous ces contrôles, le jeu il est plus actif aussi, c'est ça que je préfère. C'est plus mobile. Dès que ça transpire un peu, les mecs ils font les anguilles, donc il y a beaucoup de mouvements. Les positions s'enchaînent plus. Là où ça va fixer en kimono, ou Mm. dès qu'on aura quelques points, on va bloquer le jeu. Ouais, En no-gi, en grappling, ça bouge beaucoup plus, quoi. ok, trop bien. Ok, et du coup, on va passer au dernier jeu. En fait, ça va être. Je vais te donner à chaque fois deux combattants de MMA, Ouais. principalement issus de l'UFC, du coup. Et à chaque fois, tu vas devoir choisir un des deux. Et celui que tu choisis, ça sera le prochain contre qui tu Est-ce que je le dois. garde, quoi. C'est Ouais. ça, en gros. Ok. Voilà. T'es prêt? Ouais. Et à chaque fois, tu justifies très brièvement Ouais. pourquoi lui. Donc, on commence fort avec Georges Saint-Pierre contre Khabib. Enfin, Khabib. Wow, ah ouais, c'est difficile. Euh, wow. Ouais, je vais dire Georges Saint-Pierre parce que je le connaissais avant Khabib quand Mm. j'étais gamin. Mais en vrai, les deux, gros respect pour les deux. Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus, Georges Saint-Pierre bah déjà, le truc que lui n'aime pas, rentrer dans une cage, je te Mm. disais tout à l'heure, je trouve ça beau. Il le dit lui-même. Moi, j'ai peur avant de combattre, rentrer dans une cage pour risquer mon intégrité physique, de prendre des KO, machin. Je trouve ça débile et tout. Donc, j'essaye de torcher ça vite et tout. Je Mm. trouve ça ouf parce que le mec, il y va quand même et il fait les meilleurs résultats. Ouais. Et il fait des super perfs, quoi. Donc, enfin, il a fait des super perfs. Donc, plutôt Georges Saint-Pierre. Ok. Et puis parce qu'il était complet, Très complet. Ouais. il était très complet avant Khabib. Tu vois, Khabib, on va dire qu'il était très doué en lutte. Il a capitalisé là-dessus, même si c'est un combattant complet. Il n'a pas un très gros striking. Mm. Et il a capitalisé sur ses points forts, alors que Georges Saint-Pierre, il s'est vraiment généralisé. Il a Oui. généralisé son jeu pour être le meilleur partout. Et je trouve ça ouf, surtout pour l'époque où chacun avait vraiment un point fort. Lui, pour moi, ça a été un des premiers combattants qui était vraiment complet et qui était Ouais. bon partout, quoi. Ok. Donc on va garder Georges. Ok. Donc, Georges Saint-Pierre ou John Jones. Ouais, Georges Saint-Pierre. Ok. Pas la même mentalité. Oui, c'est clair. Georges Saint-Pierre ou Conor McGregor Georges Saint-Pierre, pas la même mentalité non plus. aussi. Ouais. Georges Saint-Pierre ou Nate Diaz Georges Saint-Pierre. Même si j'aime bien le personnage aussi de Ned de Diaz, Nate Diaz, ouais. je préfère la discipline de Georges Saint-Pierre. Ouais. Georges Saint-Pierre ou Max Holloway. Ouais, ouais, Georges Saint-Pierre quand même. Max Holloway, très bon boxeur, Mm. très bonne mentalité aussi. Ouais, j'aime bien. On rejoint un peu la même, mais Georges Saint-Pierre ou Justin Gage. Georges Saint-Pierre. Ouais. Georges Saint-Pierre ou BSD. Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre ou Charles Oliveira. Ah, C'est dur. bah, on va dire, pour pas rester bloqué sur Georges Saint-Pierre jusqu'à présent. Et là, pour ce qui est de la nouvelle génération, Ouais. Charles Oliveira est aussi très humble.
très martial. Et lui aussi, il a son point fort de base et il devient très généraliste. Oui. Il devient vraiment bon dans tous les domaines. Donc, on va dire pour ce qui est de la suite du MMA, Oliveira. Ok. Mm. Oliveira ou Islam Makhachev? Oliveira, même si je trouve que ça reste un super match-up à refaire, mais Oliveira. Ok. Oliveira ou Cyril Gane? Oliveira. Ouais. On rejoint un peu la même pareil, mais Oliveira ou Alex Pereira? Oliveira. Oliveira ou Dustin Poirier? Ah ouais, j'adore Justin aussi. Ouais. Après, je crois qu'il est un peu en train de partir en couille Oui, en ce moment, donc apparemment. on va rester Martial, Oliveira. Ouais. Ok, il en reste deux. Oliveira ou Ilia Topuria? Euh, Oliveira, Topuria, c'était une super étoile montante, mais là, je pense qu'après ce qu'il vient de Oui. déguster, ça va être très compliqué de remonter en selle. Ouais, c'était quelque chose. Ah ouais. Et enfin, Oliveira ou Anderson Silva? Waouh. Oliveira, on va dire pour maintenant, mais pareil, pour moi, Anderson Silva, c'est une légende de l'époque de Georges Saint-Pierre. Donc pour ce qui est du présent, Oliveira. Mais gros respect à Anderson Silva, qui était aussi un de mes modèles quand j'étais gamin avec Georges Saint-Pierre. C'est vraiment ceux qui ont marqué, je pense, ma génération. Ok. Mm. Ok, ça marche. Donc là, celui qui reste, du coup, c'est Oliveira. C'est ça. Est-ce qu'il y en aurait un que tu aurais mis au-dessus? Au-dessus d'Oliveira. Eh bien, je te dis, si on n'avait pas mélangé les époques et tout, ou si tu m'avais pas mis Khabib face à Georges Saint-Pierre, j'aurais Ouais. peut-être mis Khabib. Ouais. Mais non, en termes de ce qui se fait maintenant. Après, il y a, comment il s'appelle Deadpool, là, c'est pas un bon exemple, mais. Merde. Comment il s'appelle déjà? Celui qui enchaîne en ce moment, là, qui vient du Muay Thai, d'ailleurs. Ok. Euh, je vais me l'ai faire pas, ouais. insulter. Le nom me revient pas, mais ouais, en ce moment, il enchaîne pas mal en lightweight, il me semble. Bref, c'est un gars qui vient du Muay Thai, super style et tout, mais à ce qui paraît, l'hygiène de vie, tu sais, il mange des pancakes au Nutella à C'est pas côté. Michael Page? Non. Non, non, Non. non, 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 du tout. Il picole du Jack Daniel avant ses combats et tout. Ok. Il fume des clopes Ah après ouais. la conférence de presse. Ah, c'est l'anti-héros parfait. Mais le style est marrant de l'extérieur, mais le personnage est marrant. Mais comme je te dis, moi, je préfère ceux qui montrent le bon exemple Ouais. aux jeunes. Tu vois, par exemple, pourquoi j'ai pris Oliveira aussi, au-delà du style, c'est que le gars, tu vois, il va toujours checker. Quand qu'il il est arrive très dans la humble. cage, il va voir le corner adverse, il salue l'adversaire et chaque coach que Ouais. le mec a. Alors que c'est une équipe qui est là pour le défoncer. Les mecs, pendant des mois, ils ont fait des plans, comment on va mettre ce mec KO, comment on va le soumettre et tout. Et le mec, il a quand même le respect. Il arrive, il check tout le monde avant, après le combat. Ouais. Et c'est très martial, il fait pas de trash talk, tout ça, tu vois, je trouve ça cool. C'est vrai qu'il a un gros respect, lui. Et Ok. puis les mecs, ils montrent aux nouvelles générations que c'est pas parce que tu ouvres ta gueule que tu es fort, tu vois. Juste ferme-la, travaille dur, fais ton taf, fais ton combat et les résultats, ils vont suivre. Même si ça ira pas forcément aussi vite que ceux qui font du trash talk. Et, bah, tu vois, il arrive au sommet du monde lui aussi. Et il n'a pas eu besoin d'ouvrir sa bouche ou de vendre son âme pour autant, tu vois. Donc c'est un bon exemple. Je pense que quand il rentre dans les favelas à Rio, tout le monde lui saute dessus pour l'acclamer parce que Ouais. c'est un super exemple. Il sait d'où il vient, il sait où il veut pas retourner et il montre l'exemple aux autres pour qu'on le suive, que ce soit dans le MMA ou dans d'autres milieux. Oui. Mais il dégage un bon exemple et je trouve ça bien. Ok. Et du coup, pour clôturer, Charles Oliveira ou Arthur de Monceau? Bon, on est dans Ego, donc on va dire Ouais. Arthur de Monceau. Allez, allez. Merci beaucoup, Arthur. Ouais, du coup. merci à toi. Moi, je clôture toujours mes podcasts avec quand c'est l'invité, du coup. L'invité, bon là, je t'ai même pas préparé, un peu, je t'ai même pas dit. Mais l'invité doit donner une citation qu'il aime bien, enfin, qui le représente bien ou qui l'inspire. En gros. Bah là, tout de suite à chaud, entraînement difficile, combat facile. C'est Voilà. le meilleur truc qui me vienne. C'est bien, c'était du tac au tac. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Arthur. Merci J'espère à que toi. t'as aimé. Et voilà, à la Euh, prochaine.